Les histoires de géants anciens sont souvent présentées dans le folklore, la mythologie et les récits historiques de diverses cultures à travers le monde. Le concept de géant est également présent dans les textes religieux, notamment dans la Bible. Les Néphilim sont mentionnés dans le livre de la Genèse comme étant la progéniture des fils de Dieu, également appelés les veilleurs et des filles des hommes. De nombreuses découvertes archéologiques ont mis au jour des armes d'une taille anormale, comme les doubles haches géantes qui sont aujourd'hui exposées au musée archéologique d'Héraclion, en Grèce, ou le Norimitsu Odashi, une épée géante trouvée au Japon. D'énormes haches de l'âge du bronze ont également été découvertes au Danemark, tandis qu'une vaste collection d'outils géants a été découverte au Maroc. Il existe d'innombrables autres artefacts associés aux géants, ainsi que des restes de squelettes d'une taille inhabituelle. Dans cet épisode captivant, qui nous est offert par Gaïa et sa série originale Civilisation ancienne, nous embarquons pour un voyage dans les annales de l'histoire et de la mythologie, afin de découvrir les secrets des géants Néphilim. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. À la fin de l'été 1908, près des Cahokia Mounds à Collinsville, dans l'Illinois, des ouvriers du bâtiment ont accidentellement mis au jour une tombe en pierre qui contenait plusieurs corps de géants, mesurant chacun plus de 2 mètres de haut. À la suite de cette découverte, les corps ont rapidement disparu, ce qui n'a fait qu'amplifier le mystère autour d'une grande espèce d'humain qui aurait autrefois habité l'Amérique. Ce qui reste de ce mystérieux complexe de tumulus déconcerte encore aujourd'hui les archéologues. Cahokia était considérée comme la plus grande ville au nord du Mexique, avec une population comprise entre 25 000 et 50 000 habitants en l'an 1000. Cette civilisation amérindienne possédait un système avancé de cours d'eau, d'agriculture et de tissage, ainsi que de nombreuses légendes à propos de ceux qu'ils appelaient les bâtisseurs de tumulus. Qui étaient ces bâtisseurs de tumulus? Pourraient-ils être liés au grand corps découvert accidentellement dans la tombe antique? Est-il possible que ce sur quoi ils sont tombés soit les restes d'une grande civilisation qui n'a pas seulement parcouru l'Amérique, mais aussi le monde? Le chercheur Brad Olson suggère que ces tumulus renferment des secrets sur ces êtres anciens oubliés. Il est vrai que des géants ont été découverts dans les tumulus du Midwest. Il existait plusieurs cultures différentes dans le Midwest. La première est née dans l'État de l'Ohio. Il s'agissait de la culture Adena, qui est ensuite devenue la culture Hopewell, puis la culture mississippienne, qui englobait toute la vallée du Mississippi. Il existe plus de 2000 tumulus pyramidaux en Amérique du Nord, y compris au Mexique. En Amérique du Nord, nous avons découvert ces tumulus que les Indiens ou les Amérindiens ont construits pour honorer les géants morts, qui régnaient probablement sur eux d'une certaine façon. En Amérique du Nord, ces tumulus ont été construits à partir de la terre, rappelant la forme de serpents et d'autres créatures diverses. Certains sont de simples monticules. Ce qui est intéressant, c'est que des dolmens ont également été construits à travers le monde. Les dolmens sont d'énormes pierres assemblées qui indiquent qu'un géant ou un des chefs est enterré à cet endroit. On retrouve le même genre de choses en Amérique du Nord, où d'énormes tumulus ont été construits, ce qui était particulièrement difficile. Ce qui les relie est le fait qu'il s'agisse de grands monuments érigés à la mémoire de personnes dont la vie était très spirituelle dans un passé lointain. Durant mes recherches, j'ai répertorié plus de 1500 articles de journaux couvrant la période de la fin des années 1800 au début des années 1900, à propos de diverses découvertes d'ossements de géants, certains se trouvant dans des tumulus et d'autres non. Certains d'entre eux étaient des ossements de géants d'origine amérindienne, ce qui est intéressant car si nous examinons les écrits des premiers explorateurs d'Amérique du Nord, dans la plupart de leurs journaux, les chefs de tribus étaient décrits comme étant des géants. Certains d'entre eux mesuraient entre 3 et 4 mètres. Encore une fois, on retrouve ce statut supérieur
qui était attribué aux personnes de cette lignée génétique. Entre cette pratique en Amérique du Nord et le journal de bord que l'on a pu lire du tout premier bateau qui a débarqué sur l'île de Pâques, quel est le premier élément qui se démarque? Qu'il existait une race de géants. Cette race de géants incarnait la classe sacerdotale du peuple Rapa Nui et elle supervisait la construction des statues en pierre. On retrouve ce même type d'exemple dans une centaine d'endroits différents dans le monde entier. C'est assez incroyable. Une autre preuve étrange qui pourrait ajouter de la crédibilité à ce mythe a été la découverte à travers le monde de 100 grandes empreintes mystérieuses d'apparence humaine, conservées dans la pierre depuis des milliers d'années. Serait-ce une preuve physique plausible de ces légendes? Penchons-nous sur la Bible, par exemple. Commençons par cela. Au début du premier livre de Moïse, des géants sont mentionnés 2 fois. Tout le monde se souvient du combat entre David et Goliath. Goliath était un géant. C'est une histoire biblique. The Book of the Eskimos, qui aborde la mythologie des Inuits, mentionne qu'à cette époque, des géants vivaient sur Terre. On retrouve la même chose en Égypte, où les textes portant sur les pyramides révèlent que certains dieux étaient géants par rapport aux humains. Les géants représentent un mythe vivant que l'on retrouve dans pratiquement toutes les mythologies anciennes. Alors pourquoi pas aux États-Unis? Si cela est vrai, comment toutes les preuves ont-elles pu disparaître? Au cours des 200 dernières années, plusieurs centaines de très grands squelettes ont été découverts dans des tumulus et cimetières amérindiens. Beaucoup d'entre eux mesuraient entre 2 et 2,5 mètres de haut. Ils ont été découverts par des archéologues de la Smithsonian Institution qui les ont emportés avec eux et tous archivés. Aujourd'hui, de nombreuses publications sont parues à propos de ces découvertes. Mais qui étaient ces géants et que leur est-il arrivé? Tout d'abord, il faut savoir que tous ces ossements ont maintenant disparu. Malheureusement, même si beaucoup d'entre eux se trouvaient à la Smithsonian Institution, ils ont été rapatriés au début des années 1990 dans le cadre de la loi NAGPRA, qui a ordonné le rapatriement des restes des peuples indigènes américains. Ils ont donc, hélas, tous disparu des musées et des institutions. Et nous ne pouvons plus les examiner aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons encore faire, c'est étudier les rapports et glaner des informations sur leur histoire. Pourrions-nous découvrir encore aujourd'hui des traces de leur lignée dissimulées au sein même de l'humanité? Le 22 février 1918, à seulement 40 km de Collinsville, un couple ordinaire de l'Illinois, Harold et Addie Wadlow, ont donné naissance à un enfant qui est devenu l'homme le plus grand du monde. Avec ses 2,70 m, Robert Wadlow a été considéré comme une anomalie humaine jusqu'à sa mort à l'âge de 22 ans. La taille impressionnante de Wadlow et sa croissance continue jusqu'à sa mort était due à ce que les médecins appellent une hyperplasie de l'hypophyse, qui a entraîné des taux anormalement élevés d'hormones de croissance dans son corps. Cette hormone de croissance pourrait-elle être un gène caché dans l'ADN de tous les humains? Il a été déterminé qu'il souffrait de ce qu'on appelle l'hyperplasie, ou le gigantisme hypophysaire. Le gigantisme est quelque chose qui existe chez la plupart des espèces, mais c'est un phénomène très rare. Environ 0,0007% de chaque population présente les caractéristiques du gigantisme. Robert Wadlow a donc incarné un exemple vivant de la survie des gènes à l'origine du gigantisme qui ont été décrits par de nombreuses cultures différentes. Il présentait ce qui ressemblait
aux gènes que certains des géants possédaient apparemment dans la région où ces tumulus ont été construits. La plupart des médecins qui l'ont examiné ont déclaré qu'il pouvait très bien s'agir d'un trait génétique. La taille géante de Robert Wadlow pourrait-elle être simplement attribuée à son hypophyse hyperactive ou pourrait-il y avoir un lien génétique? Le généticien William Brown suggère qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée folle. Cela pourrait être humainement possible. Le génome humain renferme un grand nombre de codes et de variations génétiques qui se traduisent par des phénotypes uniques. Nous en avons des exemples avec le nanisme et le gigantisme. Donc, nous avons pu voir certains cas où des segments de gènes de l'ADN qui sont en temps normal inactifs ou bien dormants ont réagi d'une manière bien différente. Et cela a engendré des modifications dans la taille de l'être humain. Il est donc très probable que cette grande partie de l'ADN, qui comporte des segments inactifs, présente des gènes qui peuvent donner naissance à des humains de très grande taille. Puisque les preuves physiques ont mystérieusement disparu, l'ADN de l'homme moderne pourrait-il permettre d'identifier une espèce humanoïde éteinte ayant autrefois habité notre planète? Ce lien pourrait-il expliquer l'existence de l'un des hommes les plus grands du monde? Si nous nous penchons sur les preuves génétiques directes nous reliant aux géants du passé, à ma connaissance, cette preuve ADN n'a pas été confirmée à l'heure actuelle. Cependant, lorsque nous étudions l'histoire de l'humanité, nous constatons que les récits à propos de géants sont omniprésents. Ils étaient déjà évoqués dans l'histoire ancienne, et nous en avons trouvé des traces dans les temps modernes. La question est donc de savoir si nous sommes liés d'une manière ou d'une autre à ces géants. Lorsque nous examinons le récit de nos légendes spirituelles les plus anciennes et les plus précieuses, un thème commun en découle. C'est un thème fascinant pour moi, car il démontre que l'humanité est passée par de multiples répétitions d'un processus intentionnel pour nous conduire au point où nous en sommes aujourd'hui. En d'autres termes, de multiples tentatives ont vu le jour afin de trouver la bonne formule génétique du corps humain que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque nous analysons la culture judéo-chrétienne, elle nous enseigne qu'il y a effectivement eu une recherche de la bonne formule génétique pour contenir le pouvoir de l'esprit humain sous forme physique dans ce monde. Mais au fil des multiples essais et erreurs, certaines formes de vie qui ont été créées n'étaient tout simplement pas viables tout au long des siècles. Parmi ces formes de vie, nous trouvons des références aux géants, des références aux Elohim et aux Néphilim, qui apparaissent dans la plupart des anciens documents de l'Ancien Testament. En mai 2019, Regina Meredith, l'animatrice de Open Minds, a dirigé une équipe de chercheurs avec l'aide de Gaïa pour tenter d'enquêter sur une série d'ossements géants appartenant à un homme du nom de Luigi Muscas en Sardaigne. Dans son livre intitulé « The Giants of Sardinia », il présente des photos d'ossements humains de très grande taille et des résultats d'analyse ADN effectués par l'université de Padoue en Italie. Les restes testés étaient du groupe sanguin O rhésus négatif. C'est intéressant car la Sardaigne est l'un des rares endroits au monde où l'on trouve aujourd'hui une forte concentration de ce groupe sanguin O rhésus négatif. Luigi pense que cette lignée génétique provient des ancêtres géants. Si cela est vrai, est-il possible que nous trouvions d'autres preuves de cette lignée génétique dans les textes anciens? Qu'est-ce que cela pourrait révéler sur la véritable histoire de l'humanité en lien avec une ancienne race de géants et sur ses possibles interactions avec les Homo sapiens sapiens?
Lorsque nous examinons un grand nombre de textes anciens, et je ne cesse d'y revenir parce qu'ils nous permettent vraiment de comprendre le passé lointain, nous découvrons qu'une race d'êtres avancés venus de l'espace est arrivée en Mésopotamie, dans l'Irak actuel et dans la région de l'Afrique, mais qu'elle s'est ensuite déplacée et a migré à travers la planète jusqu'en Amérique du Nord. L'un de leurs chefs les a poussés à migrer. En faisant cela, ils se sont mis à s'accoupler avec d'autres hominidés et ont donné naissance à ce peuple de géants. Le livre de la Genèse parle d'un temps où les Elohim, les fils de Dieu, sont venus vers les filles des hommes et elles ont donné naissance à des géants. Il a également été rapporté que parfois, les bébés étaient si gros qu'ils devaient être sortis du ventre par ce que nous appelons aujourd'hui une césarienne, car ils ne pouvaient pas être mis au monde dans des circonstances normales. Ils devaient être retirés artificiellement. Ces récits à propos de géants dans les textes religieux pourraient-ils crédibiliser l'idée que nous pourrions partager de l'ADN avec cette espèce disparue? Les experts suggèrent que si tel est le cas, il existe des récits évoquant plusieurs types de géants. Les géants étaient présents partout dans le monde. D'ailleurs, il existe des histoires extraordinaires en Chine que la plupart d'entre nous ne connaissent pas en Occident. Lorsque des explorateurs comme Marco Polo ont emprunté la route de la soie, depuis la Méditerranée jusqu'à la Chine, entre les années 1500 et 1600, ils ont été stupéfaits de ce qu'ils ont découvert. Ils se sont retrouvés face à des géants de 4 mètres qui servaient de garde au palais impérial. C'était entre les années 1500 et 1600. S'il s'agissait bien des derniers Anunnaki restés là, s'ils mesuraient 4 mètres, ils ne pouvaient pas vraiment se cacher. On peut dire qu'ils se démarquaient. Voilà le genre d'histoire extraordinaire sur la Chine impériale que la plupart d'entre nous connaissent peu aujourd'hui. En ce qui concerne les autres géants, ceux qui étaient les gardiens de la sagesse, qui ont intégré le savoir de leurs ancêtres, ils ont bénéficié des informations concernant la façon de construire des structures mégalithiques. Ils savaient comment faire pousser des cultures, ils connaissaient les cycles célestes, ils parlaient plusieurs langues, et selon les textes anciens, ils disposaient aussi de la technologie pour voyager autour de la planète. Il s'agissait donc d'une race très avancée. Certains les appellent les Néphilim, d'autres les Anunnaki, dans les textes religieux modernes comme la Bible. Ces êtres étaient très avancés et ils transmettaient leur sagesse aux êtres humains. D'après les récits anciens, je crois que les Anunnaki étaient des géants. Ils apparaissaient sur les sceaux cylindres du British Museum, où nous pouvons voir un dieu Anunnaki assis sur un tabouret ou une chaise et des êtres humains auxquels il parle qui sont beaucoup plus petits que lui. Même s'il est assis, son buste est beaucoup plus haut que celui des humains. Puis, si nous nous penchons sur l'Égypte ancienne et les hiéroglyphes de certains des temples, comme le temple de Dendera par exemple, nous pouvons voir des hiéroglyphes de très grands Égyptiens anciens. Mais les personnes à qui ils s'adressent sont extrêmement petites. Certaines leur arrivent juste à la rotule. Mathias de Stefano nous révèle ses connaissances du passé qu'il aurait mémorisées au cours de nombreuses vies différentes. Ayant incarné diverses formes de vie dans d'autres mondes, il raconte sa version à propos de ces races de géants. D'après les histoires de mon grand-père sur l'époque atlante dont je me souviens, alors que nous vivions sur le Nil, des espèces seraient venues du ciel et auraient peuplé la terre. Les Aessirs étaient très grands, peut-être 2 fois plus grands que nous. Et nous les appelions aussi les Anunnaki. Les Nemnir, les premiers êtres à être arrivés ici, étaient des géants un peu plus grands que les Aessirs. Et ils ne vivaient que dans les régions froides. Il faut savoir que les Nemnir se sont répandus dans le monde à l'époque de l'ère glaciaire. La dernière ère glaciaire qui a eu lieu il y a environ 200 000 ans et qui s'est terminée vers l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Pendant toute cette période, les Nemnir régnaient sur les régions comme l'Europe, la Sibérie, une partie du Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Certains des Nemnir étaient très grands et la plupart d'entre eux étaient roux. Ces êtres étaient ceux qui régnaient,
mais ils n'étaient pas des guerriers. Les récits ne disent pas qu'ils se battaient contre les humains, mais ils n'étaient pas amicaux pour autant. Ils sont venus sur Terre pour transférer les informations dans la glace. Et ils vivaient comme les anciens humains. Ils survivaient dans des grottes. Ils ne formaient pas une civilisation. Ils n'avaient pas de ville. Ils vivaient en petits comités. Certains d'entre eux vivaient même seuls ou par groupe de 3. Ils n'étaient pas très nombreux. Et ils vivaient dans les régions du Nord. La plupart des humains avaient peur d'eux et n'osaient pas se rendre dans les régions du Nord. Ils ont instauré cette idée qu'il ne fallait pas s'en approcher, créant ainsi des frontières. À une époque où il n'existait aucune limite sur Terre, aucun pays, aucune frontière, aucun passeport, la seule façon de faire comprendre qu'il ne fallait pas dépasser un certain point était par la peur. Voilà pourquoi certaines histoires ont été utilisées pour créer des limites entre les régions. D'après les histoires que j'ai entendues, ce n'est pas qu'ils détestaient les humains, ni qu'ils tuaient des gens, mais ils ont diffusé l'idée qu'il ne fallait pas s'approcher d'eux. Ils ne voulaient pas établir de lien avec l'humanité, parce qu'ils étaient là pour réaliser leur propre œuvre. D'un autre côté, les Aessirs, les Anunnaki, étaient grands par rapport à nous. Ils étaient en quelque sorte des géants, mais ils se mélangeaient avec nous. Nous avions des relations, nous nous reproduisions, et ils vivaient même avec nous. Certains d'entre eux nous aimaient et ont eu des enfants avec nous. Et d'autres essayaient de nous contrôler comme des esclaves. Ils étaient seulement quelques-uns, pas nombreux du tout. Ce n'était pas une grande population parce que seuls les survivants sont venus dans ce monde. Leur propre monde était en train de s'éteindre. Ils vivaient dans certaines montagnes du Moyen-Orient et autour de la Méditerranée. Mais ils n'étaient pas très répandus dans le monde. Ils nous ont appris pratiquement tout ce que nous savons en tant qu'humains. Ce sont eux qui nous ont transmis le feu. Ce sont eux qui nous ont transmis l'idée d'agriculture, de société ou encore de religion. Même si la plupart d'entre eux maltraitaient les humains, ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. S'il existait deux lignées de ce que nous appelons des géants sur cette planète, est-il possible qu'ils existent encore aujourd'hui, soit à travers notre ADN, comme Wadlow, soit reclus dans des zones désertes? J'ai eu l'occasion de diriger des groupes sur les hauts plateaux de la Chine centrale et du Tibet dans les années 1990 et le milieu des années 2000. Nous avons passé du temps avec des moines et des nonnes. Et ils nous ont parlé de géants qui vivraient encore dans l'Himalaya. Ils vivraient dans des grottes de l'Himalaya qui ne sont pas facilement accessibles. Ils y vivraient très reclus. Il semblerait qu'ils ne possèdent pas de langage parlé comme nous. Nous ne savons pas quel âge ils auraient, mais il semblerait qu'ils existent toujours. Pendant que nous étions là-bas, on nous a montré les restes physiques, les crânes et les bras de ces êtres qui ont été découverts dans des grottes après leur passage. Si une ancienne civilisation de géants a autrefois parcouru la Terre, pourquoi les récits à propos de leur existence sont-ils réduits à l'état de mythes et de légendes? Les géants des temps modernes, comme Robert Wadlow, sont-ils simplement le produit d'une hypophyse hyperactive? Ou bien est-ce le résultat d'une lignée au sein de l'ADN humain qui remonterait à ces êtres de taille immense? On trouve des récits d'interaction entre des peuples anciens et des géants sur la plupart des continents de la planète. Ces récits pourraient-ils faire référence à une race aujourd'hui disparue? Avec deux particularités distinctes attribuées aux géants, certains étant considérés comme des barbares sauvages et d'autres comme les guides spirituels illuminés de l'humanité. Que pourrions-nous apprendre de notre passé de géant? À l'époque où nous formions une civilisation à Kem, dans le nord de l'Égypte, il y a environ 12 000 ans, nous considérions les géants comme les pères et les mères de notre civilisation. De nombreux êtres sont venus des étoiles et nous ont appris des choses, mais aucun de ceux-là
ne nous ont appris autant de choses sur nous-mêmes qu'eux, parce qu'ils étaient aussi dotés d'émotions. Les autres êtres, comme les Arthuriens ou encore les Syriens, n'avaient pas d'émotions. Ils ne s'intéressaient qu'aux informations, à l'architecture. Mais les géants étaient comme nous. Ils avaient aussi de mauvaises relations avec leur père et leur mère. Ils avaient aussi des problèmes dans leur famille, entre frères et sœurs. Ils pensaient au suicide. Ils traversaient des dépressions, ils étaient heureux. Ils faisaient la fête, ils avaient des envies sexuelles, ils voulaient fonder une famille. Nous avions beaucoup de choses en commun. Dans notre inconscient, la présence des géants nous faisait penser que les dieux et les déesses étaient comme nous, que nous pouvions devenir comme eux, que nous pouvions aussi grandir. L'idée était de créer des dieux à leur image, parce qu'ils étaient dotés de pouvoirs que nous n'avions pas, comme le pouvoir de contrôler le feu, le pouvoir de contrôler l'air ou la foudre. Toutes ces choses qu'ils avaient apprises à travers leur propre processus, au niveau où l'évolution les avait amenés. Mais quand nous nous sommes aperçus qu'ils avaient les mêmes sentiments, les mêmes problèmes que nous avons compris que nous pouvions aussi posséder les mêmes pouvoirs, que nous pouvions devenir comme eux. Et c'est grâce à cela que nous avons gagné la guerre contre eux. Voilà comment les humains ont compris qu'ils pouvaient être plus forts. L'image que nous avions d'eux était ce que nous voulions devenir. Nous voulions être comme Poséidon. Nous voulions être comme Zeus. Ils représentaient les êtres célèbres de cette époque, l'équivalent des stars hollywoodiennes de notre époque. Nous voulions donc leur ressembler. Et ils nous ont montré de cette manière que nous pouvions être comme eux. Je pense que ce que nous avons hérité d'eux aujourd'hui n'est pas ce qu'ils ont pu faire en vivant dans notre monde, en termes de civilisation, d'esclavage, etc. Mais plutôt l'idée que peu importe la taille d'une personne, nous avons tous les mêmes problèmes et nous pouvons tous grandir, dans tous les sens du terme. L'existence des géants pourrait-elle être inscrite dans l'ADN humain? Pourrions-nous un jour être capables de libérer la force, la sagesse et les connaissances de nos ancêtres depuis notre fort intérieur? Et est-il possible qu'aujourd'hui, des géants marchent parmi nous? Peut-être même dans notre propre jardin? En perçant le mystère de ces êtres géants de l'Antiquité, l'humanité pourrait en apprendre davantage sur elle-même et sur le monde dans lequel elle vit. Une fois de plus, nous exprimons notre sincère gratitude à Gaïa pour avoir gracieusement partagé avec nous cet épisode éclairant. Le dévouement de Gaïa à créer du contenu qui inspire, informe et responsabilise résonne parfaitement avec notre mission. Si vous avez envie de plonger plus profondément dans les royaumes de la sagesse et de l'exploration, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner à Gaïa et débloquer un trésor de contenu révélateur, y compris de nombreux autres épisodes comme celui-ci. En rejoignant la communauté Gaïa avec le lien dans la description, vous soutiendrez également notre propre chaîne, un geste pour lequel nous vous remercions de tout cœur.